Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 27 juin, il est 16 h. Les marchés américains ouvrent encore une fois en pleine forme, tandis qu'on est toujours un peu prudent, même très prudent en Europe. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Continuez à le faire, ça me permet de valoriser ce contenu, d'améliorer son référencement, et c'est évidemment important pour continuer à le proposer et le rendre plus visible. Cette fin de semaine se passe bien toujours dans des marchés un petit peu volatiles et avec des comportements très différents, hein, deux salles, deux ambiances. Aux États-Unis, de nouveau plus haut, où on s'approche de nouveau plus haut plutôt sur les indices américains, et on reste toujours très fort, alors qu'en Europe, eh bien, c'est plutôt un peu plombé, on reste assez prudent. On a deux niveaux de volatilité qui sont vraiment remarquables, le 24 sur l'indice CAC 40, le VCAC, tandis que sur l'indice Eurostoxx, eh bien, la volatilité se situe pour l'instant à 18,95, juste en dessous de 19, et on est un peu au-delà de 12,5 sur le S&P, c'est-à-dire l'écart de stress et de comportement selon les marchés. On peut dire aussi que du côté des marchés dérivés, donc sur les futurs, on n'a toujours pas d'intérêt. On a enregistré une petite pression baissière. J'ai pas voulu la publier ce matin parce qu'elle pourrait prêter à confusion. On a vu une augmentation du nombre de contrats futurs dans la baisse d'hier sur le CAC 40, mais est-ce que c'est pas un peu de prudence, un peu de protection? Est-ce qu'il y a vraiment des stratégies baissières qui se mettent en place compte tenu de la faiblesse de la position verte globale? Elle a augmenté de 5% hier et ça va vite d'augmenter de 5% quand on a une toute petite position ouverte, donc je ne veux pas créer de confusion. Elle n'a augmenté que de 0,5% sur l'Eurostoxx hier, donc c'est faible. Sur les indices américains, c'est assez indécis. On a asséché franchement la position ouverte sur les marchés dérivés, ça c'est intéressant de le voir. On a détruit 30% du nombre de contrats futurs ouverts, c'est-à-dire qu'on n'a pas reconduit toute cette partie de contrats sur les indices américains. Ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça veut dire que le trimestre est terminé et qu'on repart sur une page blanche sur les marchés dérivés, que pour l'instant il n'y a pas d'initiative et qu'on a besoin de retrouver des opportunités, soit pour créer des stratégies baissières, soit pour recréer des points d'entrée, recréer des stratégies haussières. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement des baisses marquées, mais ça peut être juste des opportunités. En tout cas, ça laisse un scénario assez ouvert et assez creux, un marché assez creux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour des raisons différentes, mais on peut s'attendre à cause de ça à de la volatilité, une volatilité assez probable dans les jours ou dans les heures qui viennent, notamment avec un calendrier qui va s'intensifier. Du côté de la volatilité et du ratio de couverture, on est donc évidemment avec un indice de volatilité à 24 sur l'indice CAC 40, hyper prudent. La volatilité, je la reprends en détail pour vous donner des chiffres exacts. Sur l'Eurostoxx, elle est remontée à 1,84 et sur le CAC 40, elle est à 2,20. On rappelle que l'équilibre, c'est 0,80, 1,20. À 0,80, on est très optimiste. À 1,20, on est pessimiste. Quand on dépasse ces bornes-là, ça arrive, mais ça témoigne d'un excès. Donc, eh bien, quand on est aussi préparé à un risque, généralement, il ne se produit pas. Reste que dans le contexte, il y a des aléas. On ne s'attend pas à ce que le mouvement soit très très brutal après la première session d'élection, le premier tour des élections qui aura lieu ce week-end en France. C'est plutôt le résultat des élections et du deuxième tour le 7 juillet qui va être plus compliqué, et donc la séance boursière du 8. Alors, moi je ne serai pas là pendant une quinzaine de jours, donc je vais essayer de vous donner aujourd'hui le maximum d'éléments pour prendre des repères sur ce marché qui donne vraiment des signaux assez contradictoires, avec beaucoup de protection d'un côté et en même temps des configurations graphiques un peu dégradées. Il est difficile de tirer un vrai parti de ce marché-là. En d'autres temps et sur des niveaux plus bas, je vous aurais dit qu'avec un niveau de pessimisme pareil, ça peut être des points d'entrée. Je pense qu'on est dans un contexte où soit on a un ouf de soulagement et on peut remonter un petit peu, soit on est vraiment déçu et déstabilisé et on va aller chercher des cibles baissières un peu marquées. Le scénario médian, c'est d'aller, on va le voir chercher à bien 7002. C'est peut-être le plus probable d'avoir un petit trou d'air compte tenu du manque de support sur ce marché, manque de densité dans ce marché, d'avoir un petit trou d'air et puis de se reprendre relativement rapidement pour avoir finalement une situation plutôt neutre mais un peu dégradée avec des aléas politiques et une construction qui va mettre du temps et qui ne va pas se limiter à la séance du 8 juillet. Donc c'est probablement ce scénario médian qui est le plus probable. Maintenant, encore une fois, je ne fais pas de conjecture sur la politique. Moi, j'essaie d'analyser les prix et le comportement des opérateurs. Et là, on a des choses qui sont assez différentes. On va aller regarder tout ça en détail. En attendant, on a un calendrier aussi qui va se prêter, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, à créer de la volatilité. D'une part, demain et au plus proche, on va avoir l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages. C'est le marqueur d'inflation qui est le plus observé par la Fed, donc par le marché. C'est celui qui
eh bien, sera publié donc demain vendredi avec eh bien, la volatilité que ça peut entraîner. On a ensuite la semaine prochaine un calendrier qui va être assez dense à nouveau, puisqu'on va avoir dès lundi toute une batterie de PMI en Europe et aux États-Unis. On aura des PMI en Chine aussi. On aura donc des PMI dans les manufacturiers lundi aux États-Unis et puis des chiffres d'inflation en Allemagne. Mardi, on aura l'indice des prix à la consommation en Europe, donc le chiffre d'inflation, un discours de Christine Lagarde et de Jerome Powell, et puis ça va être une semaine de l'emploi aux États-Unis, puisque mercredi ce sera l'enquête ADP, l'enquête privée, il y aura le rapport Joltz mardi, l'enquête privée ADP mercredi, et puis comme toujours, l'enquête gouvernementale, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls, donc sur les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, qui sera publié vendredi 5 juillet. Donc déjà des éléments pour créer de la volatilité. En plus de ça, on aura toujours pas mal de discours de banquiers centraux, des PMI, des indices des directeurs d'achat dans les services mercredi, et puis les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion dans lequel bien, les opérateurs essayent de détecter toujours du détail dans le discours qui a été fait, et parfois d'interpréter un peu plus que ce qui a été lu. En plus, les marchés américains fermeront de façon prématurée mercredi à 13 h pour la fête nationale, la journée de l'indépendance. Jeudi sera donc totalement férié aux États-Unis. Et puis vendredi, on réouvrira avec les fameux chiffres mensuels de l'emploi et encore un discours de Christine Lagarde et le rapport sur la politique monétaire de la Fed. Autant dire qu'il va y avoir de quoi s'occuper. Et puis, dans la foulée de ce calendrier-là, la semaine d'après, commenceront les résultats trimestriels des entreprises aux États-Unis avec les secteurs bancaires. Donc le vendredi 12 juillet est le début de la saison des publications. Et puis on se retrouvera le lundi qui suivra, le lundi 15, pour faire le détail et le point sur ce marché. En attendant, de quoi alimenter encore une fois des scénarios de volatilité, aucun signe de faiblesse sur les marchés américains, même si on constate une grosse complaisance et une absence de densité. Ça, encore une fois, ça peut être source de volatilité, des marchés qui se déplacent un peu dans le creux, dans le vide, et qui font des gros mouvements. On l'a vu déjà sur Nvidia, avec cet élément technique qu'on avait bien décrit ensemble dès le début de la semaine dernière, même dès la fin de la semaine dernière. Et puis, pour l'instant, une position à reconstruire. Pour ce qui est des calendriers, des intérêts, on a fait le tour. Donc je vous propose de passer tout de suite à la lecture du S&P comme habituellement. On va aller voir comment se comporte cet indice en cette fin de semaine. On ouvre encore une fois proche des plus hauts historiques. On a même testé donc cette résistance à 5490, c'est une petite résistance intermédiaire. Je les garde encore pour l'instant en très fin. On verra l'importance de ces niveaux par la suite. On était dans un petit triangle symétrique sur le S&P, marqué ici par la borne basse, ici par la borne haute. C'était petit, mais on a l'air d'en sortir par le haut, doucement, mollement. Pas vraiment de momentum encore une fois dans ce marché, mais on a un indice qui bien ne mollit pas pour l'instant, même si encore une fois les volumes sont un tout petit peu plus faibles dans les mouvements de hausse et un peu plus lourds dans les mouvements de baisse qu'on a connus précédemment. Le premier niveau d'alerte, il va être situé sous cette zone-là, 5447, 5458, rien de méchant. Sous 5431, on aurait des chances d'accélérer un peu plus et de réintégrer le trading range précédent. Alors je l'avais élargi, ce trading range, jusqu'à 5431 et ensuite 5263, les tops précédents, un niveau sur lequel on avait buté au mois de mars avant d'entamer une consolidation, mars-avril, et puis de rebondir et qu'on avait finalement bien débordé pour aller s'approcher des cibles suivantes. On rappelle que la cible idéale du mouvement c'est 5571, on n'a pas encore atteint. Après, si on va aller voir les niveaux suivants, c'est 5500 et puis 5542 avant la cible à 5571. Le retour sous 5431 donc déclencherait un petit mouvement de consolidation. C'est 5402, 5375, cette zone de gap qui est à surveiller. On n'a pas de figure de retournement. Encore une fois, on peut essayer de voir un peu de cotation isolée, etc. Il ne faudrait pas ouvrir sous ces niveaux-là en gap, par exemple. Ça, ce ne serait pas un bon signal parce que ça laisserait toutes ces cotations isolées et faire un island reversal. Mais on voit que les island reversal ont du mal à se mettre en place. On en avait eu un ici sur le S&P, gap haussier, quelques jours de cotation, puis gap baissier qui avait été finalement rapidement comblé et débordé. Donc voilà, mais à surveiller dans le comportement, encore une fois, des gaps importants et donc des marchés qui ont plus de potentiel de consolidation que de hausse, même si on n'a pas de risque majeur dans ce contexte-là. Les niveaux d'alerte de court terme sont ici. On peut dézoomer sur le S&P pour avoir une photographie un peu plus large.
voyez que l'oblique haussière au-delà de laquelle on fonctionne, elle est lointaine maintenant. On peut revenir à 5375 sans problème, sans remettre du tout en cause la tendance. Et elle est consolidée jusqu'à 5263, pareil, tout en conservant un trend haussier et juste un mouvement de pause et de respiration dans un marché qui est monté assez vite. On va aller voir le Nasdaq. Nasdaq 100 est ici. Nasdaq toujours en forme à 19 793 points pour l'instant en hebdomadaire. On a quand même eu cette bougie la semaine dernière qui était pas de très bon augure, mais on voit qu'on trouve tout de suite des forces de rappel autour de ce niveau de 19 682. Alors je vais zoomer en journalier pour reprendre des cibles plus proches. On a dans ce mouvement de consolidation qui avait été un petit peu appuyé, il y a un rebond qui se met en place. Alors on peut y voir peut-être un petit biseau, un petit wedge d'épuisement, et encore vous voyez que il n'est pas très aligné. Je vais essayer de trouver des points, voilà, ici, mais on touche à peine le corps de la bougie basse. On n'a pas vraiment d'éléments de retournement. Moi je reste encore une fois un peu prudent dans ce jeu, dans ce contexte où l'indice, vous voyez, il n'y a pas vraiment de figure qui se met en place. On a peut-être un petit canal aussi voilà, de rebond. Je reste un peu prudent dans ce contexte où l'indice avait formé un avalement baissier quand même la semaine dernière. On rebondit doucement, mais avec des volumes qui sont de plus en plus faibles, là, cette fois-ci sur le Nasdaq, et avec encore une fois un intérêt sur les marchés dérivés qui n'a pas été reconduit. Ça veut dire que les opérateurs ne sont plus très présents sur ce marché et qu'il va falloir recréer de l'intérêt. Alors l'intérêt, on peut toujours le recréer à la hausse et continuer, mais pour l'instant, cette zone 19 682, 19 710 qu'on avait fixé à l'époque, 700, on l'avait réajusté ici, autour de 725, 682, 725, et le premier niveau d'alerte et de retournement, les extensions de 19 902, 978 et pourquoi pas 20 094 qui pourrait être une grosse extension. Mais voilà, la première alerte 17 925, 17 682 qui sont des petits niveaux encore une fois à surveiller pour une consolidation. Je ne m'attends pas à un mouvement très violent, mais on a beaucoup de complaisance, beaucoup moins de couverture, une volatilité très basse, on va aller la voir tout de suite, et donc retour sur la zone 19 558, 534, et pourquoi pas 19 358, et puis ce gap à combler autour de 19 210 pour reconstruire quelque chose, et donc digérer ce mouvement haussier assez brutal et assez fort qu'on connaît depuis quelques temps, et reconstruire quelque chose de plus solide. C'est très solide, mais quelque chose de plus normal et moins tendu à court terme. Alors, on va aller voir notre volatilité sur le VIX, et puis on ira voir la volatilité en Europe pour comparer les comportements. On voit que sur le VIX, c'est très détendu, à part ce petit pic du 21 juin. On redescend dans la borne basse de la zone de complaisance, on est à 12,50 à l'instant. Au-delà de 12,10, on est très loin de la zone 14,54, 15,40 qui pourrait marquer un retour en léger stress sur les marchés, et donc très loin de la zone d'optimisme. On flirte plutôt avec la zone d'euphorie. Donc attention, encore une fois, il ne faudrait pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle, un chiffre qui déçoive, qui surprenne, une nouvelle qui secoue des marchés, comme on a pu en connaître une en France, qui a déstabilisé des opérateurs qui étaient assez complaisants. On voit que ça restait finalement relativement canalisé pour l'instant. Sur l'Eurostoxx, l'indice de volatilité est ici. On est allé rechercher 21 dans un petit moment de stress à l'ouverture. Ça redescend tranquillement. On a toujours laissé notre gap en partie ouvert, avec un plus bas à 17,23, un plus haut 17,01, et ici il y a encore un tout petit gap ouvert à aller combler sur l'Eurostoxx peut-être avant de repartir en stress. Pour l'instant, on est quand même dans un niveau de volatilité qui est supérieur à la moyenne des derniers mois, même si on avait eu ce petit épisode de stress au mois d'avril. On reste dans des éléments canalisés de volatilité toujours. C'est au-delà de 27 que ça deviendrait grave, enfin, ou très stressé. Pour l'instant, on voit que ça ne descend pas, que les opérateurs se courent. On n'a pas le graphique de la volatilité sur le CAC 40, le VCAC, qui n'est plus calculé, qui n'est plus proposé par la Bourse de Paris, mais on peut le recalculer, donc il est aux alentours de 24 pour l'instant, ce qui veut dire qu'on est un cran plus tendu, 19 sur l'Eurostoxx, 24 sur le CAC 40, on est un cran plus tendu à Paris, et on sait bien entendu pour quelles raisons pour l'instant. Donc, en dehors de ces paramètres-là, on va aller voir nos indices européens. L'Eurostoxx, il flirte avec sa zone d'alerte, on voit que le rebond a été assez mou, on a du mal à réintégrer et à déborder ce niveau 4880, 4915, on est en situation de prudence, mais dans la zone du trading range précédent, 4880, 5125, on n'a pas rompu ce niveau-là, c'est vraiment sous cette zone très dense, 4880, 4915,
qu'on pourrait accélérer à la baisse. Le retour en dessous permettrait une accélération baissière probable assez rapide. Alors, encore une fois, et c'est peut-être ce scénario-là qui est le plus probable, c'est que même si on est protégé, eh bien s'il y avait une déception du côté des élections, on pourrait aller perdre 5-7%, 5-6% pour aller chercher la borne basse du range d'avant, 4636. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un mouvement beaucoup plus violent tout de suite, sauf grosse surprise du côté des élections, une fois encore, mais les sondages ont l'air d'avoir intégré une partie des éléments. C'est vraiment pour la triangulaire ensuite que c'est le plus compliqué, donc les élections du 7 juillet qui vont être le déterminant. Si on regarde notre indice futur CAC 40, mais on est vraiment en partie basse, hein, toujours. On a fait un rebond à minima. On a mis une semaine pour aller reprendre 3,5%, qu'on a rendu en presque deux séances. On est donc vraiment toujours dans cette configuration où les choses ne changent pas beaucoup. La zone cible idéale du rebond, 744, 791. Donc tant qu'on est entre 7507 et 7791, pour moi, on est dans la zone de danger. On a des chances maximales de rebaisser. Si on repasse 7791, 7931, on neutraliserait ce mouvement baissier, et ce n'est qu'au-delà de 7931 qu'on pourrait réactiver une dynamique haussière qui a priori serait un peu molle dans le contexte actuel, mais qui éloignerait les risques de baisse marqués. Ensuite, sous 7507, on duplique orange par le bas. La cible suivante, c'est 7223. Qui serait probablement atteinte assez rapidement. C'est là où il serait plus délicat d'aller chercher ces niveaux-là, parce qu'on a des zones ensuite qui sont bien plus lointaines et plus risquées, avec 6836 et 6582. Je vous remontre la possibilité, puisqu'on approche aussi de la fin du mois et la fin du trimestre, d'aller chercher des extensions, voilà, sur l'indice CAC 40 Cash, et de valider cette vague de Wolf, cette grande vague de Wolf, avec vague 1, 2, 3, 4 qui s'arrête bien entre la 1 et la 2. Rebond en 5, et on réintègre brutalement l'oblique 1, 3. Donc tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, ce qu'on n'a pas réussi à réintégrer pour l'instant sur l'indice parisien à quelques jours de la fin du mois boursier, hein, puisque la dernière séance du mois sera demain soir à vendredi, on pourrait valider cette vague de Wolf. Compte tenu du calendrier, on va donner une extension jusqu'au 8 juillet pour la validation ou non de cette figure. On rappelle que dans ce cas-là, la cible, c'est le lien entre le point 1 et le point 4, et c'est cette oblique baissière qui donnerait la cible. Donc eh bien, si c'était le cas début juillet, on aurait un niveau cible qui serait situé autour de 6505 points. On ajusterait le cas échéant. Voilà ce qui peut se passer de pire, entre guillemets, à mon sens, aller rechercher la borne basse du canal haussier de long terme, d'ailleurs, sur l'indice parisien, et ces niveaux cibles, donc qui sont assez légitimes graphiquement et techniquement en cas d'alerte sur le marché. Le scénario médian, c'est d'aller chercher cette zone 376 et un peu en dessous. Alors je vous le remonte sur le futur. CAC, voilà, 223, 836, et donc d'aller chercher cette zone autour de 7223 et un peu en dessous. J'avais trouvé des supports intermédiaires à 7165. Ça, c'est peut-être ce qui peut se passer de médian, c'est-à-dire qu'un petit coup de stress, puisqu'on est bien préparé à baisser, et donc d'aller chercher cette zone-là jusqu'à 7165. Donc un petit coup de stress complémentaire pour retrouver de l'opportunité, des intérêts sur le marché finalement, et en limitant, et ça nous renvoie à ces 5,7% de baisse aussi sur l'indice parisien. Peut-être ce scénario-là que je crois le plus probable dans l'état actuel des choses, mais encore une fois, impossible de prévoir dans un contexte d'élection qui est difficile à déterminer, d'autant plus que si pour le premier tour on a une bonne idée sur les sondages et qu'ils ont l'air d'être bien pricés, encore une fois sur le deuxième tour, ça va être très très compliqué à estimer le comportement, et donc le comportement et la réaction sur les marchés. Donc scénario médian, une petite baisse autour de 7165, 7223, et peut-être le scénario médian. Voilà pour le CAC 40 et ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. Je vais vous montrer quelques configurations graphiques. On a quand même des configurations qui sont assez moches, hein, et ça c'est quand même important. Le CAC Small, on l'a regardé ensemble. On avait dit que 11 355 était un niveau d'intervention un peu agressif, mais qui pouvait être envisagé. On voit qu'on est passé largement en dessous. On invalide toute la hausse depuis le début de l'année. Le CAC Small baisse tous les jours un peu plus, même si les volumes ne sont pas énormes. Mais on est en négatif depuis le début de l'année, alors que c'est l'indice qui avait temporairement surperformé l'indice CAC 40, donc son benchmark, donc les small caps sont vraiment plombés dans ce contexte-là. Peut-être on retrouvera des zones d'opportunité. Pour l'instant, aucun signal, si ce n'est éventuellement une baisse du volume dans le mouvement de baisse, qui peut être une baisse de pression baissière, mais il faut dire qu'après un décrochage, comme on vient de le connaître, de l'ordre par rapport au plus haut et au plus bas, de l'ordre de 15%, 15% de décalage en 3 semaines,
c'est lourd pour l'indice des valeurs des petites capitalisations en France. Les matières premières se comportent toujours autour de leur niveau d'équilibre, 23,44. Il n'y a pas d'accélération forte, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'inflation d'ailleurs, qui serait limitée, mais on reste aussi toujours dans cette longue consolidation avant, à mon sens, de continuer à repayer les matières premières pour aller chercher cette cible d'une douzaine de pourcents à 26, 28. Rien d'inchangé là-dessus. Sur le cuivre, puisqu'on a pris une position dessus, et je voulais vous le montrer, on reste long, même si la configuration est un peu molle, la fausse sortie au-delà de 4,45 ne se confirme pas, mais on préserve ce niveau pour l'instant de 4,28. Cette zone 4,28, 4,45, elle reste pour moi à moyen long terme une zone d'accumulation importante. 4,28, 4,45, je vais vous mettre 4,28 ici, 28, 22, 5, 29, 20, voilà. Cette zone-là, elle reste une zone d'accumulation de long terme après une sortie haussière d'un triangle, une accélération, même si l'activité en Chine et la baisse d'activité en Chine a plombé la tendance et l'ambiance sur le prix du cuivre, ça reste un métal de la transition énergétique. Encore une fois, c'est même avec le petit levier qu'on a, on peut conserver la position, même si on a mis un stop assez large pour l'instant. Sur l'argent, de la même façon, ça patine toujours, mais il n'y a pas d'invalidation. On va se mettre en hebdomadaire. On voit qu'on est dans une zone d'accumulation en partie haute, on n'a pas de figure de retournement, plutôt une pause dans une tendance pour l'instant, on n'a pas de réactivation haussière franche non plus, mais encore une fois, les chiffres d'inflation demain aux États-Unis pourraient décanter un peu la situation dans un sens comme dans l'autre, aller consolider un peu plus bas, mais la zone 28, 13, 29, 85 me paraît être une zone d'accumulation. Invalidation si on retournait sous 26, 68 en clôture franche. Pour l'instant, on en est loin. Je voulais vous montrer aussi le palladium rapidement, qui fait beaucoup de faux signaux. Il évolue toujours sous son oblique baissière de long terme. Il a su préserver quand même le niveau de 876. On n'arrive pas à s'affranchir de la zone 946 1004. Si on passe 1004, là, on pourrait avoir une réaccélération. Ça fait partie des actifs à surveiller, à mon avis, dans ce contexte aussi. Et puis, enfin, je voulais vous montrer dans ce contexte-là l'or qui reste, à mon sens, assez détendu. Toujours un pareil, zone d'accumulation en partie haute. Au-delà de ce niveau de support à 2291, on est sous des niveaux de résistance majeurs 2452. On rappelle que les extensions, c'est 2667. On voit que globalement, les opérateurs ne sont pas très stressés. Il ne s'agit que des élections en France, mais attention à la suite quand même. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Je ne regarde pas beaucoup de valeurs aujourd'hui parce qu'on n'a pas de configurations qui sont très palpitantes. Attention à un avalement baissier mensuel possible sur Safran, sur Thales. Une petite reprise d'intérêt sur Kering, mais encore une fois, dans le contexte, c'est un peu lourd. Peut-être un coup de spéculatif, mais on n'a pas de structure de retournement haussière, juste de quoi aller chercher des résistances. Et encore une fois, dans un contexte un peu plombé. Attention à l'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, qui s'est un petit peu retendu aujourd'hui. On remonte un peu sur le 10 ans français. Pareil, c'est toujours la mesure du stress à l'approche de l'élection. Ça reste dans des proportions raisonnables, mais c'est de là où peut venir le dérapage aussi. Parmi les éléments que je voulais vous donner, rebond de Eurofins, ce qu'on a vu pour l'instant, mais attention avec le contexte toujours de Modi Waters qui pèse. Des bonnes nouvelles du côté de Carbios. On se méfie des secteurs bancaires et des secteurs de l'immobilier qui sont un peu plombés en ce moment. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous. J'essaierai d'intervenir quand même de temps en temps au cours des 15 prochains jours pour vous donner quelques éléments sur la position ouverte ou des éléments de marché. Et en attendant, prudence et à mon avis, il vaut mieux être un peu en retrait et rater une partie de quelque chose plutôt que d'aller se coincer, puisque c'est un peu dans un schéma, vous l'avez vu, quitte ou triple, comme on pourrait appeler cette séquence-là. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.